Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui actent du ralentissement confirmé de l'économie chinoise au troisième trimestre. On attendait un chiffre délicat pour le PIB chinois au T3. Il ressort en progression d'un trimestre sur l'autre de 0,2%. C'est assez faible et on voit le marché effectivement qui en prend acte. On a vu les marchés asiatiques plutôt en baisse ce matin et puis une baisse en Europe également à mi-séance avec notamment le poids du compartiment du luxe au sein du CAC 40 qui ramène l'indice parisien 1% plus bas environ. LVMH, Kering ou encore Hermès sont toutes les trois en baisse marquée. On aura d'ailleurs du côté des publications cette semaine encore quelques poids lourds du luxe et en termes de consommation également. Hermès et L'Oréal publieront leurs résultats ce jeudi. On aura d'ici là Danone, Carrefour également, Pernod Ricard sur le front de la consommation. Et puis côté américain, pas mal de valeurs technologiques également qui publieront cette semaine, qui commenceront à publier avant les grandes valeurs GAFA. Mais on aura déjà dès demain soir les résultats de Netflix après la clôture du marché américain. Et puis dans le secteur tech automobile, les résultats de Tesla qui sont attendus mercredi soir. Voilà pour le programme de la semaine et le plan de trading, bien sûr, comme chaque lundi à la mi-journée à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct. Après le rallye de la semaine dernière et jusqu'à l'échéance de vendredi, on voit donc un nouveau coup de mou sur le marché parisien et sur les marchés européens notamment. Romain Dobry sera avec nous évidemment en plateau dans quelques instants. Début de semaine marqué par le signe de la prudence à nouveau chez les investisseurs. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Retour dans le rouge pour la Bourse de Paris qui commence la semaine pressurisée par un combo de craintes, celle d'une inflation alimentée par la hausse des cours des matières premières d'une part, et puis celle du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise d'autre part, sans compter que cette semaine, les publications trimestrielles iront crescendo. En Asie, le Nikkei reculait légèrement ce matin, le CSI 300 chinois a quant à lui plié de plus de 1%, conséquence d'un PIB chinois qui n'a cru que de 4,9% au troisième trimestre en rythme annualisé, soit le plus faible depuis un an, contre une hausse de plus de 5% attendue et une progression de 7,9% 3 mois plus tôt. En cause, les coupures d'électricité, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la persistance de foyers de contamination au coronavirus. La production industrielle a quant à elle augmenté de 3,1% en septembre contre une hausse de 4,5% prévue. Aux États-Unis, Wall Street a connu sa meilleure semaine depuis un mois du fait d'un bon début de saison des résultats trimestriels, mais aussi grâce à la hausse surprise des ventes au détail en septembre. Les prochains jours seront animés par les comptes trimestriels de Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Tesla, IBM, Intel ou encore American Express. 11 sociétés du CAC 40 dévoileront leurs chiffres d'affaires ou leurs résultats trimestriels, à commencer par Danone demain. Côté pétrole, le baril de Brent se maintient sur des plus hauts de 3 ans à près de $86. Les pénuries de charbon et de gaz naturel en Asie et en Europe renforcent la demande pour les produits pétroliers à l'approche de l'hiver. Sur le plan macroéconomique, le marché surveillera cet après-midi les chiffres de la production industrielle de septembre aux États-Unis. Et puis l'autre événement de la journée sera la présentation par Apple de nouveaux produits, dont une probable nouvelle version de son ordinateur portable MacBook Pro. Le secteur du luxe baisse en réaction au ralentissement de la croissance chinoise. Également exposé à la Chine, le secteur des spiritueux recule. Alstom est en légère hausse. L'équipementier ferroviaire a remporté un contrat de 103 millions d'euros pour la fourniture de 37 nouvelles rames de tramway pour la ligne T1 en Île-de-France. Et puis Valneva bondissait de près de 36% ce matin. Le laboratoire franco-autrichien fait état de résultats initiaux positifs dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin contre le Covid-19. Pour rappel, le 13 septembre dernier, le gouvernement britannique avait résilié son contrat de 100 millions de doses avec Valneva. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart.
Difficile d'être très à l'aise sur ces marchés. On en parle comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. C'est le plan de trading de la semaine. Vous étiez avec nous vendredi pour l'échéance, l'expiration du contrat futur donc pour le mois d'octobre. On traite sur le mois de novembre désormais, effectivement, même si on est encore seulement à mi-octobre aujourd'hui. C'est le futur novembre qui est aujourd'hui d'actualité pour le marché parisien notamment. Oui, difficile d'être complètement à l'aise parce qu'on l'a bien expliqué avec vous ces dernières semaines. On a quand même depuis fin septembre une dégradation de moyen long terme sur de gros indices et de gros indicateurs de marché, tous, vous dites, Romain. Et en même temps, sur la partie court terme, on voit qu'on peut avoir 2-3 jours de rallye comme en fin de semaine dernière, mais qui sont des rallyes qui ne tiennent pas forcément très longtemps. Non, effectivement, c'est d'où cette expression de rebond du chat mort qu'on connaît bien sur les marchés. Est-ce que ça va vraiment être le cas? C'est toujours à monitorer, c'est difficile de le dire, mais simplement le scénario se confirme un peu. On considérait que ce rallye, même s'il était important en taille et en puissant en mouvement, puisqu'il y a quand même 3 gaps d'affilée sur la plupart des indices. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de constater la technicité et l'harmonie des différents indices en ce moment. C'est-à-dire que si c'est un tel rouleau compresseur si c'était un vrai rouleau compresseur, on n'aurait pas ces gaps, on n'aurait pas ces trous d'air. Pourquoi baisser pour remonter quelques jours après avec des mouvements techniques qui se suivent comme ça? Et donc, on considère qu'effectivement, ça peut toujours être des grosses mains qui ont allégé et commencé à le faire chez nous très clairement à partir de mi-août, avec le secteur du luxe sur lequel ça appuie assez fortement, et puis des rebonds qui sont alimentés par de la spéculation, des choses techniques qui se produisent, d'où ces fameux 3 gaps. On rappelle que 3 gaps d'affilée, c'est souvent gap de rupture avec une tendance, gap de continuation qui donne la moitié du parcours et gap d'épuisement. On évoquait la possibilité d'un gap d'épuisement vendredi soir, et ça se confirme, ça se matérialise aujourd'hui, clairement. Et donc sur le S&P, sur le MSCI World, sur le Nasdaq, sur beaucoup d'indices, sur le CAC aussi, et même sur des valeurs. Donc il y a un marché très technique qui n'est pas pas très soutenu dans ce rebond, et c'est ce qui nous laisse sceptique, on va dire pour l'instant, pas pessimiste, on va dire, mais sceptique, avec quand même beaucoup d'éléments qui donnent des signaux de faiblesse aussi. On entame cette nouvelle échéance du mois de novembre avec peu d'intérêt. On est 100 points plus haut qu'à l'échéance de septembre. En arrivant à l'échéance de septembre, en commençant octobre, on est 100 points plus haut, et on est pourtant avec 40 000 contrats futurs de moins sur une position globale qui est à moins de 300 000. On n'avait pas vu moins de 300 000 contrats depuis février dernier, donc c'est beaucoup. Et c'est 11% ou 12% 12% de moins que l'échéance précédente. Donc on est 100 points plus haut. 12% d'intérêts qui ont été détruits au cours de cette dernière échéance. Dans 100 points de hausse. Alors c'est de l'intérêt spéculatif, c'est pas uniquement ça ne reflète pas l'ensemble du marché, mais ça donne quand même le ton. On est monté de 100 points sur destruction d'intérêts, destruction de contrats, probablement rachat de short par définition, et intérêts techniques aussi qui se sont équilibrés, mais avec diminution. Ça veut dire que même si on remonte en étant très prudent. En tout cas en détruisant l'intérêt, et paradoxalement, les opérateurs sont moins prudents. Alors on a évoqué ces éléments-là. Reste quand même que, là je parle du niveau de couverture sur le marché, on a évoqué ces éléments-là vendredi en expliquant qu'il y avait beaucoup de complaisance sur les options sur le mois de novembre. C'est souvent le cas quand une échéance redémarre, sauf que là on a eu des alertes baissières assez marquées récemment, et qu'en général dans ces cas-là les opérateurs se couvrent à nouveau. Là c'est pas le cas du tout, et on est même sur des niveaux de couverture qui sont sur les niveaux actuels, j'entends, au niveau de juin dernier. Juin dernier, ça a été des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus d'1 an et demi, et ça a déclenché dans le mois qui a suivi, parce que ça s'est une baisse marquée en juillet. Une baisse marquée en juillet, qui s'est matérialisée vraiment en août. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais on a un marché qui est complaisant. Alors on évoquait comme hypothèse vendredi, Romain, c'est que pour expliquer cette complaisance là sur la position ouverte, sur le ratio put-call des options, c'était contrairement à juin peut-être. Beaucoup plus de gérants avaient fait du cash directement, d'une certaine manière. Tout à fait. Et puis, ils ont toujours de nouveaux entrants, de nouveaux portefeuilles à faire entrer. Donc, ce cash disponible rend effectivement moins nécessaire la couverture. Quand on a allégé aux alentours de 6002 et qu'on n'est pas repassé en dessous, il n'y a pas vraiment de raison de s'alerter pour les opérateurs. Et puis, on s'habitue à ces accélérations baissières et à payer les creux de marché. N'empêche que ça, pour l'instant, le consensus veut acheter sur repli. Sauf que si on a des éléments de dégradation, comme on l'a vu ce matin, des coups de froid dans l'économie chinoise, que le marché a décidé de prendre comme un coup de froid, alors que c'était pas une réelle surprise, on pourrait voir les carnets d'ordre se vider un peu, et l'intérêt acheteur sur repli être un peu plus en retrait, ou
les grosses mains continuent à vendre et dans ces cas-là, les achats sur repli de gestion, etc., qui ne représentent pas l'intérêt majeur du marché, être débordés et donc les niveaux de support enfoncés. On n'en est pas là, mais on est quand même très prudent et pour l'instant, on n'a pas d'éléments. On a toujours des éléments de prudence. Il va falloir confirmer les niveaux qu'on a débordés la semaine dernière. Pour l'instant, c'est le cas à peu de choses près, mais on se maintient au-delà de ces niveaux techniques. Il va falloir confirmer sur plusieurs clôtures et probablement au-delà de cette échéance et probablement au-delà de la saison de publication qui va être le juge de paix pour les semaines à venir. Ouais, donc une période de plusieurs jours, plusieurs semaines de confusion, en tout cas d'idées, de confusion encore peut-être pour les marchés, les opérateurs et les indices. Justement, si on prend, pour commencer, les 3 grands indices américains, graphiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui si on commence par le S&P 500, Romain? Alors le S&P 500, c'est le scénario idéal, c'est celui sur lequel on s'attardera le plus, mais voilà, biseau baissier, donc sortie des canaux haussiers de long terme, biseau baissier, donc figure haussière, la ligne en tiret bleu montre l'objectif, c'est-à-dire la borne haute du biseau. On a encore 1,5% de hausse possible pour aller chercher les objectifs. En revanche, on voit qu'on a eu, et vous voyez les cercles violets, j'espère, 3 gaps d'affilée aussi, gap de rupture, gap de continuation et peut-être gap d'épuisement vendredi. En tout cas, gap d'épuisement ne veut pas dire forcément qu'il faut se positionner vendeur, mais que la tendance à court terme et la dynamique à court terme marquent un coup d'arrêt. Donc, on remonte au niveau d'alerte de court terme, en tout cas. Moyen terme, on les laisse à 4232. Court terme, on monte à 4372. On va se laisser un peu de marge. Ce serait la réintégration du biseau. Ce ne serait pas normal d'en sortir et de retourner à l'intérieur. Maintenant, on a toujours cette possibilité. C'est pour ça qu'on accompagne ce mouvement haussier avec prudence, en étant couvert pour aller chercher au moins les plus hauts, 4546. C'est vraiment, si on arrive à s'installer au-dessus de 4430 durablement et d'aller dépasser, pourquoi pas, ces 4546, qu'on pourrait considérer que la tendance reprend. Pour l'instant, on est dans une zone de latéralisation au mieux. Ouais. Oui, c'est ça, quelque chose d'assez neutre en fait dans le positionnement du marché par rapport à la situation technique comme vous la lisez aujourd'hui, c'est ça. Très neutre et très technique à la fois. 3 gaps d'affilée, le marché réagit de façon technique. 3 gaps qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, c'est pour ça que je voulais vous les montrer et puis vous montrer les niveaux. Là, on a réintégré le canal haussier de long terme très, très nettement avec du volume. On a débordé le niveau de 15 500 qui est important puisque ça valide une possible figure de retournement haussière et donc une continuation. Il va falloir déborder 15 158 pour pouvoir reprendre un peu d'air, aller chercher déjà la résistance à 15 460 et pourquoi pas les tops, pourquoi pas le haut du canal ensuite si les résultats plaisent aux opérateurs, les rassurent et en tout cas si les perspectives rassurent, parce que je pense que c'est ça qui va être le nerf de la guerre. L'alerte de court terme, elle est à 15 594. Celle de moyen terme, elle est vraiment plus basse sur le Nasdaq. Il faudrait vraiment rompre 13 770. Mais on sait que les marchés seront relativement harmonieux. Si le Nasdaq casse l'alerte de court terme, le mouvement pourrait être un peu plus brutal. Si on regarde le Dow Jones sur une vision hebdomadaire cette fois, qu'est-ce qu'on peut lire, Romain? Vision hebdomadaire, pour vous montrer, voilà. Le dollar, pardon. Le dollar. Là, c'est Dow Jones. Dow Jones. Oui. En effet, juste pour faire un point, parce que là, il est dans un triangle symétrique, on voit ces grandes mèches en bas du triangle, le marché a été bien repayé à chaque fois, il y a toujours cette buy the dip. Et puis, le blocage sur cette oblique que je voulais mettre en valeur pour montrer que, voilà, on n'est pas sorti du triangle symétrique sur le Dow Jones, là, c'est un peu plus mitigé, et des niveaux techniques à surveiller avec une alerte de court terme qui est placée à 34 585. On s'est bien éloigné de l'alerte de court terme, celle de moyen terme encore plus. Il va falloir repasser au-delà de 35 387 pour reprendre vraiment de l'élan. Et puis oui, effectivement, on reparle du dollar parce qu'il est peut-être temps de se réintéresser à nouveau aux devises, au forex, et l'indice dollar notamment envoie des signaux de renforcement continu depuis plusieurs semaines maintenant. Exactement, on l'a évoqué et c'était intéressant de le visualiser. Là, le dollar index se retourne, il donne une figure de retournement de long terme, on est sur un graphique hebdomadaire, avec un double appui important à 89,47, et puis la sortie d'une oblique. Alors, est-ce qu'on y voit une épaule, tête, avec 2 têtes et épaules inversées? Ça arrive, ça existe. En tout cas, on voit une certaine symétrie. Le franchissement d'un niveau de façon assez puissante. Pour l'instant, on bute sous 94,62. Le débordement de 94,62 ouvrait à la voie une accélération importante aux alentours de 99,10. On rappelle que la structure est inverse sur l'euro, qui représente la plus grosse pondération de l'indice dollar index, qui c'est 60% à peu près, un peu moins du dollar index. Et l'euro dollar, lui, on l'a présenté plusieurs fois déjà, forme une structure d'épaule, tête-épaule inversée. Et tant qu'on est sous un 10-8-10, le mouvement est baissier, on est largement en dessous pour l'instant, avec des cibles situées entre un 11 et un 12. Oui. Donc, un mouvement... On est entre un 15,50 et un 16. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a encore un peu de marge éventuellement si le mouvement à la baisse se poursuit, de l'euro-dollar. Exactement, avec cette symétrie qui est assez... qui est de fait liée au dollar index, mais qui est dans une tendance nette, propre, avec un canal haussier qui s'est mis en place et des niveaux à déborder qui vont être à surveiller dans les heures à venir.
Si on en vient aux indices européens, et l'Eurostoxx évidemment est l'indice emblématique des grandes valeurs de la zone euro. Que nous dit le graphique de l'Eurostoxx, Romain? Il ressemble à celui du Dow Jones. Donc oui, on a cette harmonie sur le marché. Encore des mèches en bas sur une ligne de tendance haussière de long terme, de court terme, la ligne en noir, avec des rebonds. Et on est allé buter sur une résistance 4184 qui est importante, qui est le haut du triangle. Pour l'instant, on réintègre ce matin ce triangle. Il va falloir déborder ces niveaux en clôture pendant plusieurs heures pour pouvoir aller accélérer un peu et chercher des mouvements. Alors, on a pris des mouvements qui sont pour l'instant pas très amples, aux alentours de 4500 points. On a pris la petite partie du triangle, on pourrait y voir plus. Il va falloir confirmer, trouver des relais, du volume. Les volumes, il faut le rappeler, sont plus lourds dans les mouvements de baisse que dans les mouvements de rebond qu'on a connus aussi. C'est ce qui laisse dubitatif quant à la pérennité de cette accélération. Bon, et puis si on prend le CAC 40, le futur CAC, donc sur une lecture journalière, au-delà de 6655 points, donc on se situe autour de 6670 là, à la mi-journée, on est plutôt toujours quand même du bon côté à court terme. Exactement. On est sorti de notre triangle, nous. Maintenant, comme on manque de momentum en ce moment, j'ai préféré prendre une petite figure à l'intérieur du triangle qui est une tasse et anse. On peut l'avoir comme ça, ou une épaule tête épaule inversée comme on veut, mais qui est un peu moins haute, avec une cible au-delà de 6820 points. Le pullback de ce matin et le retour le throwback de ce matin et le retour sur la ligne de 6655 sont déjà importants. Et c'est à moins qu'on retrace une grosse partie de la hausse et que surtout, après la sortie de la figure, c'est pas normal d'aller chercher 6735, qui est une résistance vraiment importante à déborder, et d'aller rebaisser autant dans la foulée. Il va falloir reconstruire et que le mouvement pour aller chercher 6820, qui n'est pas extrêmement loin, est déjà entamé. Cette figure, on ne devrait pas avoir un mouvement de throwback, donc de retour sur la ligne de coup de la figure précédente aussi important. On aurait pu progresser un peu, mais d'aller faire quasiment la moitié de l'objectif et de retracer autant, c'est signe de manque de momentum, manque d'intérêt, grande technicité, toujours avec ces mêmes gaps sur l'indice parisien. Bon, et puis notre baromètre Kering, là aussi, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des comportements valeur par valeur qui sont là aussi très très techniques, comme on peut le retrouver sur les indices. Hyper technique, et vous voyez toujours ce doute. On est toujours dans le canal haussier de long terme sur Kering, donc est en violet. La grande tendance en bleu, c'est la baisse, l'accélération baissière de cet été qu'on a plusieurs fois évoqué, avec un petit canal à contre-tendance de rebond, et puis une accélération baissière. Un biseau qu'on avait évoqué, donc c'est pour ça que le pire n'était pas certain immédiatement, ça se confirme. Sortie du biseau, en gap, avec 3 gaps d'affilée, pour aller former vendredi soir un dernier gap et une étoile filante. Donc cette bougie seule tout en haut, qui montre bien que les acheteurs ont essayé de reprendre la main pour aller toucher le haut du canal haussier de long terme. Ils n'y sont pas parvenus. Ce sont les vendeurs qui ont pris la main. Et là, ce gap baissier aujourd'hui en ouverture hebdomadaire avec du volume et une grande bougie rouge, ça forme ce qu'on appelle une étoile du soir. En haut de marché, c'est très mauvais. Là, c'est dans un rebond, ça laisse dubitatif, mais on va surveiller donc 642 et 697 sur Kering, qui va nous indiquer si on est ou pas du bon côté de la barrière, sachant qu'elle publie demain. Donc ça, on va en savoir plus. Les bons résultats, on le sait, LVMH les a déjà donnés. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir vraiment de très bonnes nouvelles sur Kering aujourd'hui. Il y a un risque qui est aussi asymétrique. Le risque, il est des mauvaises surprises. Ça ne veut pas dire que ce sera de mauvaises surprises demain, j'en sais rien. Mais le risque est asymétrique. Les bonnes nouvelles, on les attend. Ouais. On voit même sur la Chine, on va en parler dans un instant, on attendait tous des nouvelles quand même mitigées sur le troisième trimestre. C'est le cas et ça fait baisser le marché, à commencer par le secteur du luxe aujourd'hui à Paris, qui paye son tribut au ralentissement de la croissance chinoise et qui emmène le CAC, alors sous les 6700 points bien sûr, autour de 6670 points à mi-séance, en baisse d'un peu moins de 1%. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Quelques commentaires effectivement sur les enjeux macro de cette semaine avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci d'être avec nous. En tant qu'économiste US, vous regardez évidemment ce qui se passe du côté de la Chine. Thomas, quelle lecture est-ce qu'on peut faire des statistiques chinoises publiées ce matin avec toujours l'aspect très politique des statistiques chinoises, que ce soit le PIB du troisième trimestre ou les détails qu'on a pu avoir pour l'activité du mois de septembre. Qu'est-ce qui vous marque Thomas ? Oui, je pense qu'il y a vraiment deux questions. Si on met de côté les côtés goulet d'étranglement dans les chaînes de production en Chine, la crise énergétique et le Covid, mais la vraie question, c'est est-ce que on a en face de nous ce changement de régime de la croissance chinoise ou pas, qui a été longtemps soit attendu,
soit, j'allais dire, qui faisait peur. On a clairement une décélération du rythme de croissance sous-jacente. Juste pour vous donner une statistique, donc, les ventes au détail au mois de septembre, on a 4,4%, on était à 3,5% au mois d'août en glissement annuel. La moyenne à 10 ans, c'était quand même 10% sur les ventes au détail. Donc clairement, la question c'est est-ce qu'il y a ce changement de régime. Je pense que c'est un peu tôt de tirer le trait sur le régime pour le moment, mais c'est vrai qu'on a quand même un gouvernement chinois qui a l'air de moins prioriser la croissance pour l'instant. La deuxième question, c'est évidemment est-ce qu'il y a un changement dans la fonction de réaction politico-économique à cette faiblesse de la croissance. On aurait eu auparavant une réponse bien plus forte au niveau des autorités monétaires et budgétaires. Or là, on sent que il y a un peu une absence de réponse ou en tout cas une faiblesse de la réponse qui peut potentiellement étonner. On n'a pas l'impression que les autorités chinoises soient sur le point de restimuler, en tout cas massivement, la croissance chinoise, d'où des questions sur l'année prochaine. Le consensus à l'heure actuelle est au niveau de 5,5% de croissance du PIB. S'il n'y a pas cette réponse politico-économico-monétaire, s'il y a une vraie question sur ces 5,5% de croissance. Il y a un intérêt tactique peut-être de la part des autorités monétaires et budgétaires chinoises de ne pas enclencher trop vite peut-être une réponse sur le plan monétaire, sur le plan fiscal, Thomas ? Alors ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a eu clairement ces dernières années la volonté de réduire ou en tout cas de calmer l'endettement à la fois des entreprises et des ménages. Ça a été, je pense que c'était le trigger, ça a été vraiment l'action principale qui a mené aussi aux faiblesses dans le marché immobilier. L'idée, c'est vraiment d'arrêter cette spirale de l'endettement au sein des acteurs de l'immobilier, mais aussi sur certains ménages, puisqu'on a vu, les prêts hypothécaires en termes de masse ont monté de façon très vertigineuse ces dernières années. Donc on a l'impression qu'en effet, le régime chinois veut aussi gérer cette masse de dette et n'est pas pressé de restimuler. Maintenant, il faudra bien restimuler. Donc nous, on s'attend toujours à une entrée en matière des autorités pour restimuler la croissance. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que ça va venir ? Bon, quand on regarde alors du côté des banques centrales, Thomas, et c'est vrai que les réunions vont revenir assez vite, début novembre notamment pour la Réserve fédérale américaine, on sent que le sujet de la première hausse de taux va devenir un sujet central. Il y a encore quelques mois, Jérôme Powell nous disait du côté de la Fed, nous sommes en train de discuter de l'idée de discuter du tapering. Bon, les choses sont allées assez vite de ce point de vue-là, puisque maintenant le marché est concentré sur quand est-ce que la Fed montera ses taux pour la première fois. Et je dis la Fed, mais c'est le sujet identique pour la Banque d'Angleterre, avec là un pricing de marché beaucoup plus agressif encore. Et puis même du côté de la zone euro, on sent que dans le marché, il y a quelques investisseurs, opérateurs qui sont tentés peut-être de tâter un peu le terrain pour, là aussi, voir quand est-ce que la Banque Centrale Européenne pourrait embrayer sur de premières hausses de taux. Qu'est-ce que cette situation vous inspire, Thomas ? Oui, alors deux choses. D'une part, l'inflation se propage, notamment aux États-Unis. On a quand même des signes que l'inflation est maintenant tirée par d'autres catégories que seulement les services ou les catégories de biens affectés par la pandémie. Donc on a une propagation de l'inflation à plus de biens et de services, comme on le voit bien dans par exemple l'indicateur de CPI médian. Donc ça, c'est un point. Donc ça peut faire peur aux banques centrales, notamment dans leur narratif actuel, qui est celle d'une inflation transitoire et temporaire. Deuxième point, on a quand même une phase où il y a un peu une fatigue du QE. J'appelle ça la phase de fatigue du QE. C'est quoi ? C'est qu'il y a un peu de remords. D'ailleurs, au niveau des autorités budgétaires également, mais vraiment au niveau des autorités monétaires, peut-être on a fait trop. On en a fait trop pendant la pandémie. Et il y a l'idée de, il faut un peu vider l'eau du bain. Et évidemment, avec cette inflation qui se propage, notamment à d'autres catégories, et un peu ce remords des banquiers centraux, ou en tout cas cette hésitation, les marchés financiers, les marchés monétaires en particulier, s'engouffrent dans la brèche et essayent de challenger, de défier les banques centrales. Notamment, on sent que leur argumentaire d'une inflation transitoire est un peu fragile. Donc voilà, on a des marchés financiers, marchés monétaires
qui s'engouffre dans la brèche vraiment à ce moment-là. Et je pense que le cas emblématique, c'est le Royaume-Uni avec la Banque d'Angleterre qui pourrait démonter les taux dès le mois de novembre. Elle n'a même pas fini son programme de QE, c'est ça qui est impressionnant. Et ça peut donner d'ailleurs des idées à la Fed, parce que la Fed doit baisser ses achats d'actifs, mais ne devrait arrêter le programme d'achat d'actifs que l'été prochain. Et donc c'est pour ça qu'on parlait de pas de hausse de taux avant le deuxième moitié de l'année prochaine, potentiellement. Or là, si le Royaume-Uni donne l'exemple qu'on peut commencer les hausses de taux avant d'avoir fini avec le QE, ça pourrait donner vraiment des mauvaises idées à la Fed. Est-ce que le Royaume-Uni serait un exemple à suivre en la matière ? Je ne sais pas, Thomas, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se passe au Royaume-Uni sur le marché du sterling et comment le marché intègre les premières hausses de taux de la Banque d'Angleterre, c'est que ce scénario-là, il est appuyé par les membres même de la Banque d'Angleterre, qui n'arrêtent pas de prévenir qu'il va falloir s'occuper du sujet de l'inflation beaucoup plus vite que prévu et que le marché a raison de commencer à anticiper des hausses de taux beaucoup plus rapides que ce qu'il pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Du côté de la Fed, c'est pas encore tout à fait cette situation quand même, Thomas. Début novembre, est-ce que Jérôme Powell peut endosser un scénario qui amènerait à une première hausse de taux de la Fed en septembre 2022, puisque grosso modo, c'est ce que nous dit le marché aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas que Jérôme Powell va évoquer une hausse de taux en 2022. Lui-même, je pense que sa propre prévision, c'est pour une hausse de taux en 2023. Je pense que d'ailleurs, ça devrait rester le scénario central. Néanmoins, je ne pense pas que Jérôme Powell ne ferme la porte complètement à l'idée d'un risque de hausse de taux en 2022. C'est là où les marchés peuvent s'engouffrer. La vérité, c'est qu'on saura vraiment si cette inflation est transitoire ou temporaire qu'en début d'année prochaine, voire même en mi-année prochaine. Et donc là, il y a toutes les interprétations sont possibles, y compris l'interprétation du marché qui pourrait très bien continuer à tester la Fed, notamment au vu de ce qui se passe dans d'autres banques centrales, y compris l'Angleterre. Ouais. Donc ça veut dire qu'en termes de gestion des risques, là, il faut quand même que Jérôme Powell adopte une attitude beaucoup plus symétrique. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se lie les mains sur une hausse de taux rapide après la fin du tapering, mais il ne faut pas non plus exclure totalement cette possibilité. Tout à fait. Alors après, il y a une autre considération pour Jérôme Powell, c'est qu'il est en campagne pour sa propre renomination. Toujours. Donc il marche un peu sur des œufs. Ouais. L'idée, c'est de ne pas trop choquer à la fois les marchés actions et les marchés obligataires avant d'être potentiellement renominé. Donc je pense que son message va être le plus vague possible. Et le problème de quand on est vague, c'est qu'on laisse potentiellement les interprétations courir, y compris les interprétations du marché. Je pense que Jérôme Powell, lui, reste convaincu qu'on est dans un régime désinflationniste et ne voit pas dans les goulets d'étranglement dans les chaînes de production quelque chose de persistant. Mais là où, en effet, il peut y avoir un changement, c'est qu'on voit quand même un raffermissement continu des salaires aux États-Unis. Et en fait, le marché du travail peut être beaucoup plus tendu que ce que la Fed est en train d'imaginer, ou en tout cas sur son scénario de base au niveau du marché de l'emploi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'inflation et comment le marché intègre les réactions de politique monétaire possibles face à ce sujet de l'inflation qui reste une grande discussion, mais l'inflation semble à certains endroits se diffuser un peu plus largement que ce qu'on imaginait et que ce que les banquiers centraux pouvaient peut-être imaginer il y a encore quelques mois. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos remarques du jour et vos remarques de la semaine. Thomas Koster qui était avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.